Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de travaux pratiques du service S3. Donc, comme d'habitude, on va avoir besoin de se connecter à la console, puisque principalement ce service est accessible via la console. Donc, je vous laisse le temps de vous connecter et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Nous voici donc dans la console et nous avons vu ensemble que le service S3 était un service de stockage. Donc, on va le retrouver directement en premier dans la section stockage et se connecter à la console principale. Donc nous sommes dans le menu compartiment. Alors en cliquant ici sur créer un compartiment, on va pouvoir en créer un. Juste avant, on devra choisir la région et vous aurez peut-être remarqué que nous sommes passés ici dans un mode global. Alors la création du compartiment, la sélection de la région du compartiment se passe lors de la création. Ici, on va pouvoir en effet gérer. Par défaut, c'est bien la région qu'on avait de sélectionner juste avant. On va devoir maintenant nommer notre compartiment. Alors avant de choisir un nom, on va lire ce petit intitulé qui nous explique que le nom de compartiment doit être unique et ne correspondre à aucun autre nom de compartiment existant dans Amazon S3. Et c'est pour cette raison que on se retrouve dans la zone globale. C'est puisque, étant donné qu'on va être confronté à des URL pour accéder via le protocole TCP/HTTP de notre compartiment, eh bien ce nom doit être unique. Il ne peut pas y avoir de doublons à ce niveau-là. Donc il va falloir être créatif puisque la plupart des noms ont déjà été utilisés. En général, on va pouvoir trouver une normalisation de nommage qui sera composée en général de trigrammes, les 3 premières lettres, 3 dernières lettres de notre entreprise, ensuite le service, ensuite le département, enfin bref, voilà. Donc on va essayer de trouver un nom qui n'a pas été pris. Alors on va choisir un nom commun, on va choisir par exemple Atelier S3, ça sera très bien. Et là je mets un A majuscule, boum, première erreur, en effet, le nom de compartiment ne doit pas contenir de caractères en majuscule. Alors pourquoi? Tout simplement puisque les URL sont des chemins particuliers, on limite le nombre de caractères, on limite les possibilités d'écriture, donc en général on doit choisir des minuscules, on va pouvoir rajouter des chiffres et on va se contenter à ce genre de choses. On peut peut-être rajouter des caractères spéciaux, mais il va pas falloir aller chercher trop loin. Imaginons que le tiret, le underscore, devrait nous permettre de segmenter notre normalisation. Alors on va essayer atelier-S3. Là pour l'instant, il n'a pas l'air de nous dire quoi que ce soit. Copier les paramètres d'un compartiment existant, ce n'est pas le cas. On va cliquer sur suivant et passer sur configurer les options. Alors la première option, on va le voir, c'est le versionning. Donc ça permet de configurer des versions d'un objet dans le même compartiment. Alors si je crée un fichier texte, le lendemain je le modifie, le surlendemain je le remodifie, il ne va toujours apparaître qu'un seul fichier. Sauf que les modifications auront été sauvegardées dans S3, dans d'autres fichiers, donc qui vont consommer plus de place, puisque on va se retrouver avec 3 fichiers plutôt que 1, donc ça va générer des frais, mais ça va surtout nous permettre de restaurer en cas d'effacement ou en cas si on veut restaurer le fichier à la date de la veille ou de la semaine dernière ou du mois dernier. Alors par contre, à vérifier si vous activez le versionning, c'est un peu tronchu comme service. Il y a tout un tas d'options que vous pouvez régler sur le cycle de vie des archives du versionning. Par exemple, vous pouvez décider de garder 15 jours de version et elle s'efface ensuite. Donc voilà, il y a des petites subtilités à configurer. Ensuite, la journalisation d'accès au serveur. Donc journaliser les demandes pour l'accès à votre compartiment. Donc dès que une ressource, un objet est accédé, ça veut dire qu'il y a une autorisation d'accès qui est demandée, qui est validée, et à chaque fois, paf, ça met une entrée dans un fichier de log qui lui aussi est stocké dans S3. Ensuite, les balises, vous pouvez utiliser les balises pour suivre les coûts de projet. Alors imaginons, il y a une migration à la comptabilité, ils veulent faire évoluer un logiciel et puis ils ont un projet, donc on va leur créer un dossier, on va taguer comptabilité, tout ce qui sera dépendant de ce dossier sera tagué avec la balise comptabilité, et donc
Quand vous aurez une émission de facture à faire, hein, puisque vous allez avoir un compte AWS, vous allez avoir une facture en fin de mois et il va y avoir différents services, donc vous aurez une facture par service. Alors vous allez pouvoir identifier la région, etc. Mais après, quand vous allez avoir la facture de la région Paris des compartiments S3, puisque vous aurez par exemple 150 Go de consommés, eh bien il va falloir identifier pour faire une sous-facturation directement au service comptabilité en disant bah écoute, voilà, ton projet il a coûté tant, il y avait tant d'archives, donc voici la facture. Donc pour simplifier la facturation, on peut utiliser les balises. Alors ensuite on va passer la journalisation au niveau des objets. Alors là c'est avec l'outil d'audit CloudTrail parce que ces appels seront effectués par des API. Donc on a vu que IAM permettait de faire des authentifications et de savoir qui s'était connecté à quoi. Par contre, quand c'est pas un appel ou une connexion utilisateur, mais que c'est fait par une interface de programmation, quand c'est fait par une API, c'est que l'appel provient très certainement d'une application, une application mobile, une application web, et donc au fur et à mesure que l'utilisateur fait des clics et se déplace et effectue des actions, il y a des accès qui sont effectués, et directement via des API, et ça, IAM ne les enregistre pas. Donc en fait, c'est vraiment CloudTrail qui va servir de centralisation, et forcément, il y a un coût additionnel puisque ça va générer des données et que ça va utiliser ce service. Donc pareil, on va pas le cocher. Le chiffrement par défaut, donc on va le laisser comme ça, mais chiffrer automatiquement les objets lorsqu'ils sont stockés dans S3. Donc vous pouvez, en cliquant sur en savoir plus, voir les différents types de clés de chiffrement que vous pouvez utiliser. On a vu avec le service de management clé KMS, vous pouvez utiliser une clé que vous pouvez insérer vous-même dans KMS pour l'utiliser dans S3. Enfin, voilà, c'est aussi assez souple. Les paramètres avancés, le verrouillage d'objets, donc c'est autoriser définitivement les objets dans ce compartiment à être verrouillés. Le verrouillage d'objets nécessite que la gestion des versions de compartiments soit activée. Donc, alors quand on parle de verrouillage d'objets, de quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement, cette fonction lock va être applicable directement sur un compartiment et de dire tout ce qu'on dépose dans ce compartiment, c'est une écriture qui sera suivie uniquement que de lecture. C'est-à-dire que le fichier sera verrouillé, il ne sera pas ni effaçable ni modifiable. Donc vous voyez, c'est une espèce de coffre-fort où on décide de partager ce fichier pour permettre la lecture du fichier par tous les gens possibles, sauf que personne ne peut le supprimer, personne ne peut le modifier, donc à bien retenir. Et ensuite, il nous reste la possibilité d'activer les métriques de demande CloudWatch. Alors, l'objectif, c'est de surveiller les demandes et les transferts de données dans votre compartiment. Alors, il y a un coût additionnel. Pourquoi remonter cette métrique? Eh bien, tout simplement, je vous l'ai dit, quand on intègre de la volumétrie, des gigas, des teraoctets dans S3, c'est gratuit. Soit, sauf que derrière, on est facturé pour la volumétrie qu'on héberge, mais aussi pour la consommation réseau sortante. Donc à un moment, il est quand même important de mettre des garde-fous pour éviter que les gens déposent des centaines de teraoctets, parce que ça va très vite, et comme c'est un stockage illimité, il n'y a pas de problème. Si on est dans une grosse structure où on a plus d'un millier de personnes qui sont habilitées, eh bien ça peut aller très vite. Et deuxièmement, les développeurs, si il y a une grosse consommation réseau qui font sortir des octets à partir des archives qui sont déposées, ça peut aussi coûter très cher. Donc c'est pas plus mal d'activer ces métriques. Après, il y a un budget, hein, comme on a vu que ça entraînait des coûts, mais faut peser le pour et le contre et voir avec la direction, est-ce que on met un garde-fou ou pas. Voilà. Ok, donc on n'a rien coché, donc on va cliquer sur suivant. Alors souvent par défaut dans AWS, on se rend compte qu'on n'a aucun accès. D'accord? Donc c'est pas forcément un blocage,
c'est plus souvent une absence d'autorisation, nuance. Là toutefois, le blocage est volontaire, c'est-à-dire que seul l'administrateur, seul le créateur du compartiment dispose des accès. Alors justement, pour vous apprendre à ôter toutes ces sécurités et créer un compartiment public, on va laisser ça comme ça, on va passer sur suivant. Petit récapitulatif de ce qu'on a sélectionné. Voilà, on va cliquer sur créer un compartiment et cliquer sur le compartiment et aller voir les propriétés. Les propriétés, on vient de les balayer rapidement, le versionning, la journalisation des accès serveurs, l'hébergement de sites web statiques, sur lequel on va revenir, la journalisation au niveau des objets, et le chiffrement par défaut. On a ensuite les paramètres avancés, donc le verrouillage d'objets on a vu, les balises aussi. Alors l'accélération de transfert on n'a pas vu. Transférez vos fichiers rapidement et facilement en toute sécurité depuis et vers votre compartiment. Alors c'est l'accélération de transfert, de ce que moi je m'en rappelle, c'est que c'est beaucoup utilisé quand on veut mettre à disposition des clients, des utilisateurs, des archives, des objets S3 qui sont hébergés dans des compartiments S3, mais ces clients étant aux antipodes, de l'autre côté de la planète ou sur différents continents, dans d'autres régions. Et du coup, en général, on couple ça avec Amazon CloudFront, qui est le réseau de diffusion de contenu, le CDN. Alors, à quoi sert CloudFront et pourquoi l'accélération de transfert? Alors, si vous avez un client qui est en Afrique du Sud, il a une application mobile que vous avez développée dans votre entreprise, les données accessibles dans cette application sont hébergées dans S3. Donc le premier client qui est en Afrique du Sud va cliquer sur un lien, ça va télécharger l'objet, et ça va aller le mettre directement dans un serveur à proximité. On va dire un serveur proxy, c'est pas tout à fait ça, mais c'est... Dans l'idée c'est ça, un serveur à proximité de l'utilisateur pour que le temps de chargement entre l'utilisateur et l'objet ne fasse pas le tour du monde à chaque fois. Donc tous les utilisateurs suivants vont bénéficier de l'action du premier, puisqu'il aura permis de mettre en cache, en quelque sorte, le fichier. Eh bien, l'accélération de transfert, c'est la possibilité de transférer beaucoup plus vite les fichiers entre le compartiment S3 de votre région et la ressource AWS la plus proche de l'utilisateur à travers le service CloudFront. Et du coup, au lieu d'avoir à traverser tous les routeurs internet, etc., comme on le fera d'habitude, il y a, si vous voulez, un réseau propre à AWS, et du coup, on va utiliser la route la plus rapide pour... voilà, donc quand on active l'accélération de transfert, c'est ce qui se passe. Ensuite, les événements, on les a vus, les fichiers log, et là, paiement par le demandeur, donc le demandeur, au lieu du propriétaire du compartiment, paiera pour les demandes et le transfert des données, voilà, puisque vous avez, on l'a déjà vu, les données entrantes sont gratuites, mais les données sortantes sont payantes. Voilà, donc cet utilisateur, qui n'est pas le créateur du compartiment, ce sera lui qui recevra la facture. Alors ensuite, on va pouvoir passer aux autorisations. Alors, dans les autorisations, on a vu que tout était bloqué par défaut. On va pouvoir activer l'option d'accès public dans pas longtemps. La liste de contrôle d'accès qui nous explique que dans les ACL actuellement, l'utilisateur Racine a bien le droit de lister, d'écrire, de lire les autorisations et d'écrire des autorisations, et que ce n'est le cas pour personne d'autre, que ce soit ni pour un autre compte AWS ou un accès public. On a la stratégie de compartiment, donc vous avez vu ce que c'était qu'une stratégie. Ici vous avez un générateur, vous allez pouvoir paramétrer très finement la sécurité grâce aux stratégies. La configuration Corse, alors ça c'est pas très important pour vous, mais ça sert à ce que si vous utilisez un site web statique et que dans vos pages vous avez un petit peu de JavaScript et qu'il a besoin d'accéder à des ressources qui sont hébergées dans le même conteneur, eh bien il faut activer la configuration Corse, qui veut dire partage des ressources cross-origin, c'est la signification. Ensuite, dans la gestion, on va pouvoir activer le cycle de vie, la réplication, l'analyse, la diffusion métrique vers CloudFront et l'inventaire. Donc,
On ne va pas créer de cycle de vie pour nos archives, c'est très très simple en fait, il suffit de définir un objet ou un compartiment et de dire cet objet dans 60 jours tu l'envoies là-bas, ou alors dans le compartiment, tout ce qui est mis dans le compartiment tu l'envoies là-bas. Alors, revenons à nos moutons. Eh bien justement, il est l'heure de nous quitter ou de continuer, ça dépend, puisque nous arrivons au terme de ce premier atelier. Eh bien, on va se quitter pour ceux qui doivent faire autre chose, et pour ceux qui ont le temps, on va se retrouver tout de suite dans le second atelier où on va pouvoir créer notre premier site web statique à partir du service S3. Alors, on est sur la bonne page, on va reprendre exactement sur cette page-là, je vous dis à tout de suite.